Mon point de vue, cependant, doit être replacé dans le contexte d'une attaque contre la dissuasion stratégique de la Russie. Il n'est pas difficile d'y voir un fil conducteur, car entre 2022 et 2025, nous avons assisté à plusieurs attaques dans la zone de la base aérienne d'Engels, où la Russie abrite ses bombardiers stratégiques armés de têtes nucléaires. Il est très douteux que les Ukrainiens aient pu y parvenir sans le soutien des services de renseignement occidentaux. De plus, en mai 2024, il y a eu des attaques contre le radar d'alerte précoce nucléaire stratégique de la Russie, qui évidemment n'a aucun rôle à jouer dans cette guerre. La guerre par procuration en Ukraine, en l'occurrence. Et en juin de l'année dernière, nous avons vu une autre attaque contre les bombardiers nucléaires russes, en détruisant effectivement un grand nombre qui sont essentiels à leur dissuasion nucléaire. Et bien sûr, le mois dernier, il y a eu cette attaque contre la résidence de Poutine. Selon des personnes comme Arestovitch, elle abriterait également un centre de commandement nucléaire, ce qui explique pourquoi cette attaque a été considérée comme si dangereuse. Parce que, vous savez, un tel incident aurait été impensable pendant la guerre froide. Cela aurait été perçu comme quelque chose pouvant déclencher un échange nucléaire possible. Et pourtant, nous voyons maintenant ces actions devenir de plus en plus audacieuses. Et il semble que non seulement les services de renseignement britanniques, mais aussi américains, soient profondément impliqués dans cette affaire. Pensez-vous que c'est pour cette raison que les Russes réagissent avec une telle vigueur aujourd'hui, parce qu'ils y voient essentiellement une attaque occidentale contre leur dissuasion nucléaire? Je pense que c'est un facteur. Ils doivent aussi examiner les dynamiques de pouvoir au sein de la Russie et la position du commandant suprême. J'ai le plus grand respect pour ce que Vladimir Poutine a accompli pour restaurer la Russie, par rapport à ce que j'ai vu lorsque j'y vivais dans les années 1990. Une économie en ruine, une société détruite, un pays appauvri et démoralisé, peut-être au-delà de toute rédemption. Il n'a pas initié cette rédemption. Elle avait déjà commencé en 1998, mais il l'a reprise et menée d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et le succès a été spectaculaire, vraiment. Il a accompli ce que Pierre le Grand avait fait, sans avoir à envoyer des centaines de milliers ou des millions de paysans à la mort. C'est une amélioration stupéfiante. En même temps, je me réserve le droit d'être critique à l'égard de son rôle dans la défense et dans ses relations avec l'Occident. Je ne pense pas seulement aux événements récents. J'ai écrit il y a plusieurs années que j'exhortais Vladimir Poutine à tirer une leçon de Nikita Khrouchtchev. Personne n'a jamais osé traiter Khrouchtchev de meurtrier ou de voyou ou quoi que ce soit de ce genre, même s'il l'était peut-être. Ils n'ont pas osé. Imaginez s'ils avaient pu dire cela en public. Cela fait maintenant une décennie qu'ils le font à Poutine, et c'est parce qu'il n'a jamais répondu par la force. Il n'a jamais enlevé sa chaussure pour la frapper sur la table, comme l'a fait Khrouchtchev. Il n'a jamais dit à l'Occident « Nous vous enterrerons ». Bien sûr, cela a ensuite été expliqué comme n'étant pas à prendre au sens littéral, mais, au sens figuré, il était bien compris que la Russie avait les moyens de détruire toute vie sur Terre. Car le nombre d'armes nucléaires à l'époque suffisait 10 ou 20 fois à anéantir toute vie sur cette planète. Khrouchtchev n'hésitait donc pas à menacer. Il était très courageux. C'était peut-être un homme fruste, mais certainement pas un homme stupide. Et il était très courageux. Il a pris des risques pour la survie nationale de la Russie. M. Poutine est un homme beaucoup plus sophistiqué. Il est très intelligent, un homme formé au droit, avec un esprit juridique. Mais il n'a pas eu la force de Khrouchtchev pour inspirer la crainte de Dieu aux concurrents, adversaires ou ennemis déclarés de la Russie en Occident. Et nous sommes,
Ainsi, le problème que la Russie rencontre aujourd'hui, et qui s'exprime à travers ses développements spectaculaires et très menaçants, par exemple, le tir du missile Sarmat à moins de 100 km de la frontière polonaise, et l'attaque contre le réservoir qui constitue le soutien vital en gaz pour l'Ukraine. C'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Et maintenant que c'est arrivé, il faut s'attendre à ce que cela continue. Cela concerne en particulier M. Trump et le cercle arrogant qui l'entoure, qui se sentent désormais si forts et puissants après avoir humilié le Venezuela et même saisi un pétrolier battant pavillon russe en mer. Ils se prennent pour les maîtres de l'univers. Pete Hegseth est le plus notoire, avec Marco Rubio à ses côtés. Ils ont vraiment besoin d'être ramenés à la réalité. La remarque que Dmitri Medvedev a faite en réponse aux plaintes ukrainiennes concernant cette attaque d'Oreshnik était qu'il venait simplement d'administrer un vaccin antipsychotique aux Ukrainiens. Eh bien, disons-le en termes plus modérés, une sorte d'électrochoc pour les Ukrainiens. Et je pense que ça sera compris dans les capitales occidentales comme un électrochoc pour elles aussi. Je crois que nous avons dépassé le stade où Vladimir Poutine accepterait les visites de Viktor Orban pour lui tenir la main pendant 3 ou 5 heures et parler d'un règlement de paix que les États-Unis sont totalement incapables de concrétiser. Je pense que les Russes vont désormais avancer sur une seule voie, résoudre la guerre à leurs conditions et par leurs moyens militaires. Beaucoup de choses ont changé ces derniers jours, mais il a fallu longtemps pour en arriver à ce moment. Eh bien, nous avons vu tous ces développements étranges venant des États-Unis qui semblent avoir encouragé les dirigeants européens à envisager d'envoyer des troupes en Ukraine après la fin de la guerre. Ils semblent même être allés jusqu'à croire qu'ils obtiendraient une sorte de soutien de la part des Américains. Il ne semble donc pas qu'ils ne veuillent pas nécessairement mettre fin à la guerre, mais plutôt que, comme ils manquent d'Ukrainiens, ils préféreraient mettre les Européens en première ligne. Alors je suppose que ma question est la suivante. Les négociations sont-elles désormais complètement vaines? Il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit. Nous voyons aussi ces rapports, bien sûr dans le New York Times, selon lesquels Trump aurait donné son feu vert à des attaques contre des pétroliers et des raffineries russes. Certains se demandent s'ils essaient simplement de saboter Trump ou si Trump est réellement derrière tout cela. Mais, dans une certaine mesure, ce point ne semble pas vraiment pertinent. Je veux dire, Trump est-il trompeur envers le gouvernement ukrainien, envers les Russes, ou est-il simplement faible? Autrement dit, il ne peut pas contrôler sa propre maison, et ses agences de renseignement ainsi que son personnel mènent essentiellement une politique indépendante de lui. Je me demande simplement, est-ce que cela a vraiment de l'importance au fond? Parce que surtout maintenant, on voit que Trump et, les Américains saisissent aussi des navires russes. Il doit être extraordinairement faible s'il n'arrive pas à résister à tout cela. Donc il semble bien qu'il ait simplement endossé ce rôle de médiateur. Il obtient un certain capital de sympathie auprès des Russes et il en profite autant qu'il le peut. Mais encore une fois, faible ou trompeur. Est-ce que cela change vraiment quelque chose? Il ne semble pas y avoir la moindre possibilité de paix. Si l'on en croit certains, ce sont les Européens les fauteurs de troubles, mais on dirait qu'ils encouragent aussi les Européens. Alors, comment voyez-vous cela? Les négociations ne servent-elles plus qu'à sauver les apparences, ou y a-t-il encore une possibilité? Le brouillard de la guerre s'étend aussi à l'analyse de M. Trump. Rien n'est plus nébuleux que ce qui se passe autour de lui.
Il y a un jour, j'ai publié un essai posant la question « Y a-t-il une méthode dans sa folie ?» Que ce soit fou, c'est évident. Mais y a-t-il une méthode derrière cela? Sommes-nous trompés? Tout ce qui entoure Donald Trump est trompeur. Il a utilisé la tromperie comme principal moyen d'atteindre ses objectifs. Il a trompé les Iraniens avant l'attaque, les attirant dans des négociations tout en se préparant à les frapper de la manière la plus brutale. Rien n'est ce que cela paraît être, et je ne prends jamais ses paroles au pied de la lettre. Ce qu'il fait maintenant, il semble que, je vais simplement me concentrer sur quelque chose de très très brûlant, ce qu'il veut faire avec le Groenland. What he wants to do with Greenland. I was very impressed. J'ai été très impressionné de lire dans l'éditorial du Financial Times, je crois qu'il est paru ce matin ou tard hier soir, qu'ils abordaient la question de ce que l'Europe devrait faire en réponse aux menaces de Donald Trump à ses visées sur le Groenland. Ils reconnaissaient que l'Europe compte très peu de dirigeants et qu'elle est très faible. Il proposait donc une combinaison d'incitation et de riposte réaliste pour faire face à la dernière aventure planifiée de Trump. D'un côté, il y aurait la promesse d'intensifier les investissements européens, non seulement danois, mais de toute l'Europe, dans la défense du Groenland, afin de répondre à la question soulevée par Trump, à savoir qu'il s'agit d'un risque pour la sécurité des États-Unis et que le territoire n'est pas correctement défendu. Les Russes et les Chinois font naviguer leurs navires juste au large du Groenland. Cela ouvre une brèche dans l'Arctique, et ainsi de suite. Ce point serait abordé. Et d'un autre côté, il rappellerait à Trump qu'ils sont prêts à quitter l'OTAN. S'ils quittaient l'OTAN à cause de cette violation des principes fondamentaux de la charte de l'OTAN par les États-Unis, en saisissant les avoirs de l'un des membres de l'Alliance, cela affaiblirait la défense américaine. J'ai trouvé stupéfiant que le groupe éditorial ait écrit cela sans réfléchir un instant au fait que la désintégration de l'OTAN et la dissolution de l'Union européenne sont précisément ce que Trump souhaite. Ainsi, d'un côté, il y a ces ambitions que tout le monde dénonce comme de l'impérialisme, et il est tout à fait possible que ce ne soit que cela. Mais il est également possible, avec Trump, que cet homme utilise cette attaque contre le Groenland pour atteindre ce qu'il ne peut pas obtenir autrement et qu'il désire ardemment. Il ne peut pas retirer les États-Unis de l'OTAN, mais il peut pousser l'OTAN à se dissoudre d'elle-même parce qu'on le perçoit comme un ennemi. C'est pourquoi, Glenn, je reste très prudent avant de donner une interprétation définitive de ce qui se passe. Monsieur, Trump est une personne incroyablement sournoise. Le fait que le Washington Post ait tenu un graphique de Pinocchio à son sujet pendant son premier mandat, comptant chaque jour les mensonges qu'il propageait, c'était justifié, bien sûr. Et je pense que cet art a atteint un niveau encore plus élevé dans son second mandat.